Sur les Je sais même mensonges, pas par quel bout sur les commencer. mensonges à répétition de l'exécutif. Par exemple, Madame Borne De qui se disait... moque-t-on? Mais tout est mensonge, tout est faux en fait dans ce qu'on nous raconte, dans ce qui est présenté depuis quelques jours sur ce texte immigration et sur les conséquences. Je vais vous donner quelques exemples. Initialement, donc, ce texte doit être porté par le gouvernement. Finalement, la plus grande crainte du gouvernement, c'est que c'est sa propre majorité qui vote contre. On est chez les fous. Démission d'Aurélien Rousseau, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce matin, et je serais intéressé qu'on puisse retrouver le son d'Elisabeth Borne, qui était sur France Inter ce matin, qui a démenti la remise de la démission d'Aurélien Rousseau, donc qui est ministre de la Santé. Elle dit, mot pour mot, Aurélien Rousseau n'a pas remis sa démission à Emmanuel Macron. C'est un non-sujet. Sauf que Aurélien Rousseau a remis sa démission à elle-même, Elisabeth Borne, et l'a remise à Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Donc factuellement, elle a raison, il ne l'a pas remise à Emmanuel Macron directement. D'ailleurs, il a raison, puisque c'est pas au président de la République de recevoir une décision, c'est au chef du gouvernement. Mais donc, aujourd'hui, Aurélien Rousseau n'est pas au Conseil des ministres. Il confirme au Monde qu'il a présenté sa démission. Et il y a même des rumeurs, enfin nous on nous dit que les conseillers d'Aurélien Rousseau sont en train de préparer leur carton. Donc Elisabeth Borne nous dit que ce n'est pas un sujet, c'est un sujet. Aurélien Rousseau veut quitter le gouvernement parce qu'il n'est pas du tout en phase avec le texte qui a été décidé. Ensuite, Les autres, les autres, Clément Beaune, Monsieur Lescure... mais ils démissionneront jamais, Pascal. C'est retenez-moi où je fais un massacre. Ils n'ont pas fait de massacre. C'est simplement qu'ils veulent essayer de peser. Mais moi, si j'étais Emmanuel Macron au prochain remaniement, je prends la liste des 7. Et les 7, c'est de la déloyauté, objectivement, pour Emmanuel Macron. Et je vois pas ce qu'ils peuvent encore faire dans le gouvernement. On parlait de rétablir, et c'était ce qui a été inscrit, ce qui a été voté dans le texte, mettre en place une caution pour les étudiants étrangers pour être sûr qu'ils se tiennent bien et qu'on puisse avoir une garantie sur leurs réelles intentions pour venir sur le territoire français. On s'attendait à une vraie caution avec quelque chose un peu symbolique. Eh bien, Elisabeth Borne nous dit que la caution sera de 10 euros. Elle l'a dit où? Elle l'a dit ce matin sur France Inter. 10 euros. Absolument, 10 euros. Elle a dit 10 euros de caution. 10 ou 20 euros, pardon. Elle dit fourchette 10 à 20 euros. Honnêtement, ce n'est pas sérieux. Tout Non, est faux. là, c'est vraiment prendre les gens pour on des est quand même imbéciles. dans un débat. Caution des étrangers qui viennent en France, 10 euros, c'est vraiment... Moi, je ne l'ai pas entendu, ça. C'était ce matin. Bon, je trouve ça invraisemblable. C'est l'art de prendre les gens pour des imbéciles. Mais Madame Borne, ses jours sont comptés, sans doute, à l'Élysée. Matignon, oui. Moi, je vois pas comment elle peut rester. Mensonge. Hier soir, le gouvernement nous explique que le texte n'a pas été voté grâce aux voix du RN. On fait le décompte, c'est officiel, c'est public, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Sans les voix du RN, le texte ne passait pas, Pascal. Oui, mais si le RN avait voté contre, le texte ne passait pas. En fait, on n'a pas la certitude. Mais si le RN s'était abstenu, par exemple, ça passait. Oui, absolument. Mais c'est le cas que vous décrivez, c'est si le RN avait voté contre. Oui, absolument. Mais du coup, factuellement, ce n'est pas exact de dire que le texte n'a pas été voté grâce aux voix du Rassemblement national. Ensuite, on écoute Elisabeth Borne encore une fois ce matin. Elle explique que certaines mesures vont être retoquées, selon elle, elle n'est pas constitutionnaliste, par le Conseil constitutionnel. De quoi parlons-nous? Les APL, il était question dans le texte de les conditionner avec une durée de présence sur le territoire français et des conditions honnêtement très très bienveillantes. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas et qui est étranger et qui arrive en France, s'il ne travaille pas pendant 5 ans, il ne peut pas toucher d'APL. Les étudiants les toucheront dès le premier mois et ceux qui travaillent les toucheront au bout de 2 ans. On rappelle les points clés du texte. Allongement du délai pour toucher les prestations sociales. Les étrangers qui travaillent devront justifier de 30 mois de présence sur le territoire pour toucher les prestations sociales, comme les allocations familiales. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la régularisation des sans-papiers. Les préfets auront toute latitude pour accorder des titres de séjour aux sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. Ils seront accordés pour une durée de 1 an. Ça concerne moins de 10 000 personnes. Absolument. Et ça existait déjà, il n'y avait pas besoin d'une loi. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème numéro 1 de l'immigration, c'est pas l'immigration de travail. Elle représente 10 ou 15%. Le problème, c'est le regroupement familial, c'est les étudiants étrangers. Et l'asile. Parce que, pourquoi c'est un problème? Parce que c'est dévoyé. C'est-à-dire qu'en soi, que des étudiants viennent, c'est une très bonne chose. Bien évidemment, il faut les aider. Et puis c'est l'honneur de la France, c'est l'histoire de la France. Mais tout le monde s'accorde à dire que sur les 100 000 qui viennent, ils viennent les 8 premiers jours dans l'amphi, on les voit plus après.
après, il touche l'argent. C'est ça la réalité. Et après, au bout d'un certain nombre d'années de présence sur le territoire français, surtout, il demande l'accès à la nationalité française. Et c'est un moyen détourné d'accès à la nationalité. L'aide médicale d'État sera réformée en 2024, c'est dans les points clés du texte. Les quotas migratoires, le gouvernement devra présenter et justifier tous les ans des objectifs chiffrés pour les années. On rappelle qu'avec Emmanuel Macron, depuis 2017, on est à 2 100 000 personnes qui entrent. C'est la ville de Paris, 2 100 000 personnes qui entrent. Alors, il y a 2 100 000 renouvellements de titres de séjour chaque année. Et il y a 330 000 nouveaux premiers titres de séjour qui sont accordés. Et en plus de ça, il y a une cinquantaine de milliers de demandes d'asile qui sont accordées. D'échéance de nationalité, les binationaux condamnés pour homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique pourront être déchus de leur nationalité. J'ai envie de dire que ce qui est fou, c'est le décalage entre ces mesures qui ne me paraissent pas changer la face du monde et puis la réalité médiatique, disons-le, mais aussi réalité politique, réalité universitaire, artistique, de cette petite coterie de gens qui vivent entre eux, bien au chaud, depuis toujours, et qui font la morale. Bien sûr. Et qui font la morale en expliquant que tout le monde est d'extrême droite. Le pire dans cette histoire, Pascal, c'est qu'en fait, les mesures, entre guillemets, les plus fortes de ce texte, en fait, le gouvernement veut que le Conseil constitutionnel les censure. Les APL, les quotas pluriannuels que vous avez évoqués. Alors ça, c'est intéressant parce que... Le délit de séjour irrégulier, très important, Pascal. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Avant le quinquennat de François Hollande, le délit de séjour irrégulier était dans la loi. Il n'y avait pas de problème de constitutionnalité. On est d'accord, puisqu'il était dans la loi. Le Conseil constitutionnel n'avait pas retoqué cette mesure. François Hollande le retire. Là, il est réintroduit et le gouvernement demande au Conseil constitutionnel implicitement de déclarer cette mesure inconstitutionnelle. Et non, mais honnêtement, je m'étonne de proposer une loi, de voter une loi et de savoir qu'elle est déjà inconstitutionnelle. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Mais bien sûr, Pascal, il y a un énorme problème par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aussi dans laquelle le gouvernement volontairement feint de tendre la main sur un certain nombre de mesures pour les oppositions et ensuite va signaler au Conseil constitutionnel, attention, regardez de près cette mesure, il faut la retoquer. Des choses inconstitutionnelles, c'est le problème des Républicains. Pourquoi proposer Pascal, des lois inconstitutionnelles? Il y a deux sujets. Le premier, c'est que le gouvernement accepte ces mesures-là parce qu'ils veulent que le texte soit adopté avec les voix des Républicains et d'autres. Le deuxième sujet, c'est que depuis 20 ans, le Conseil constitutionnel n'a jamais autant été saisi de textes. Avant, le Conseil constitutionnel se réunissait une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est quasiment une activité, l'impression d'être dans une start-up. Non mais c'est-à-dire qu'ils travaillent énormément. Et Pascal, moi je pose la question, où est le pouvoir? Où est la prise de décision? Quand vous êtes dans les médias privés, c'est l'Arcom. Quand vous êtes dans la police et la gendarmerie, c'est la CNIL qui décide. Quand vous êtes parlementaire, les lois qui sont votées, c'est le Conseil constitutionnel qui décide, oui ou non, est-ce que la loi peut être adoptée? Est-ce que ça pose pas un problème de prise de décision? Il est 11h14.